C'est maintenant l'heure de la grande conversation dans laquelle Thomas s'entretiendra avec 6 personnes exceptionnelles que j'aimerais vous présenter immédiatement. À Montréal, nous retrouvons avec plaisir Horacio Arruda, qui se passe de présentation, mais quand même, médecin, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. Il chapeaute des mandats en prévention, en promotion, planification et protection en santé publique et il avait participé également activement à au premier sommet l'an dernier. Docteur Horacio, enchanté de vous revoir avec nous. Joanne Castonguay, elle est commissaire à la santé et au bien-être au gouvernement. Elle informe les autorités gouvernementales et la population sur le contexte, les enjeux et la performance du système de santé et de services sociaux du Québec. Elle conseille aussi sur les choix qui s'imposent pour adapter ce système afin de mieux répondre aux besoins de la population. Madame Castonguay est économiste. Elle étudie les systèmes de santé depuis de nombreuses années. Elle est auteure de plusieurs publications, notamment sur la gouvernance des systèmes de santé et sur le transfert des innovations. David Reynaud, toujours à Montréal, gestionnaire principal pour le Québec dans l'équipe de défense de l'intérêt public à la Société canadienne du cancer. Et avant de se joindre à la Société, il a occupé plusieurs postes en politique provinciale, dont celui de directeur de bureau de circonscription et de conseiller politique pour le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Son parcours politique l'a aussi amené à occuper des rôles stratégiques comme celui de président de la Commission de la relève et de vice-président de la coalition Avenir Québec. Julie Saint-Pierre, pour ceux qui étaient avec nous, vous l'avez entendu hier, vous avez vu que c'est aussi une amie de Boris Cyrulnik et de Jean-Marie Lapointe. Elle est l'auteure de plusieurs publications scientifiques internationales et aussi de livres grand public, dont Redonner la santé à toute la famille. Quand même, c'est tout un exploit parce que son livre est offert dans plus de 75 pays. Chapeau, Julie. Elle a aussi publié Tout se joue avant 2 ans chez Stanké, un ouvrage de vulgarisation qui est paru l'an dernier sur les 1000 premiers jours d'un enfant, sujet de sa présentation d'hier. Et dans ses temps libres, elle est pédiatre, lipidologue et directrice de Maison de santé et prévention de Montréal. Avec nous à Québec. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre Després, une sommité, professeur, département de kinésiologie à l'Université Laval. Il est le directeur scientifique de Vitam, Centre de recherche en santé durable et co-titulaire de la chaire de recherche en santé durable du FRQS, la première chaire de recherche ayant un citoyen et une citoyenne comme co-titulaire. Jean-Pierre est un chercheur mondialement reconnu pour ses recherches sur l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et leur prévention par l'activité physique et le mode de vie. Quand j'étais jeune nutritionniste, peut-être que ça t'a trahi un peu ton âge, mais c'est toi qui nous avais appris les effets néfastes de la graisse brune au niveau abdominal. Enfin, Frédéric Terrien, il est le directeur général chez M361, moteur d'impact social. Il est notamment l'initiateur de plusieurs projets d'envergure, dont Wix, 100 degrés, VIFA Magazine. C'est un expert en communication et en marketing social. Il a le talent de rallier les équipes autour d'un objectif commun, celui de prévenir et de promouvoir la santé des communautés. Merci d'être avec nous, tous les 6. Le thème de la discussion, je me sens comme, mon Dieu, dans les ligues d'improvisation, ayant pour titre la prévention, le rôle de tout le monde, la responsabilité de personne. Temps alloué, 60 minutes. Animateur, Thomas Bastien. Et après la table ronde, nous aurons le visionnement de la vidéo du ministre de la Santé qu'on vous avait promis hier, Christian Dubé. Alors, on place à cette belle table ronde. Merci. Attends, Thomas, juste petite mise au point technique. Oui. Juste un instant. On est bon? Est-ce que tu nous entends, Hélène? Ah, j'entends un peu de son. Est-ce que tu nous entends? Ah, bravo. Ça y est, vous êtes avec Incroyable. nous. Incroyable la technologie. Vas-y. Super. Non, j'étais en train de dire en fait qu'on aurait pu faire un panel juste à présenter les personnes, ça nous aurait pris 1 heure. Parce qu'avec le pédigré des personnes autour de la table, c'est quand même impressionnant. Merci beaucoup, dans un premier temps, en fait, d'avoir accepté cette invitation-là.
C'est une invitation en fait qui va se faire en 3 temps de notre côté. On va se poser 3 grandes questions, étant donné qu'on, je répète, en fait, la prévention, le rôle de tout le monde, la responsabilité de personne. 3 questions en fait très intéressantes. La première, la prévention est-elle une question individuelle ou collective? La deuxième question, qui devrait être impliqué dans la prévention de la population québécoise? Et finalement, à votre avis, pourquoi le rôle de la prévention est sous-représenté? Alors, on va commencer avec la première question, je la rappelle. De notre côté, la prévention est-elle une question individuelle et collective? On va commencer avec Québec, comme ça au moins on va laisser la chance aux personnes qui sont dans les fauteuils de l'autre côté et qui ont le verre d'eau également. Jean-Pierre, Frédéric, c'est à vous de commencer. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde à Montréal. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce panel. Je pense que la question est bien posée. C'est probablement ça le problème, c'est qu'on a besoin de changer de paradigme. On a une réflexion en ce moment comme société où le focus est comment on va être plus efficace dans la prestation des services de santé, mais la santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie. Et on a besoin de se concerter, de se parler. Ça sort, Carole Jabet, la directrice du Fonds de la recherche du Québec en santé, l'a dit ce matin, on sort largement du mandat du ministère de la Santé et Services sociaux. On a un Institut national de santé publique, on a l'INES et on a surtout, et je vais beaucoup insister là-dessus cet après-midi, les citoyens. Les citoyens, les communautés qui nous ont dit, nous, parce que je dirige comme tu le sais, Thomas, j'ai dirigé la recherche en cardiologie pendant 20 ans à ce qu'on appelait dans le temps l'hôpital Laval. Et en 2019, je me suis dit, il y a un fossé énorme entre ce qu'on sait et ce qu'on fait sur le terrain. Ça sert à quoi toute cette science-là qui a été publiée je pense, dans des journaux scientifiques et de médecine respectables, puis qui dort sur les tablettes au Québec, alors qu'elle est utilisée en Asie, en Australie, en Scandinavie, en Europe. Et donc, on a relevé le défi de créer un nouveau centre de recherche qui est d'ailleurs reconnu et financé par le Fonds de la recherche du Québec en santé, qui s'appelle VITAM, Centre de recherche en santé durable. Et j'aimerais souligner la présence de Michel Côté, qui ce matin a fait une intervention. Bien, savais-tu, Thomas, que Mme Côté, Marilyn Côté, elle siège sur le comité de direction de VITAM et que je l'appelle la patronne? Alors, il n'y a aucune décision. Et puis, si les citoyens qui sont impliqués dans la structure de gouvernance à Vitam étaient tous ici cet après-midi, puis Marilyn pourra en témoigner, bien, vous direz oui, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Et ce qu'on entend sur le terrain, puis je vais arrêter là pour le moment, c'est qu'on est en consultation, on est en conversation citoyenne. Alors, ce n'est pas juste les écouter, c'est de dire on va co-construire ensemble des projets sur le terrain dans les communautés où un esprit sain, dans un corps sain, des milieux de vie, des environnements sains sur une planète en santé. Il n'y a pas un citoyen, il n'y a pas une citoyenne au Québec qui m'a dit on ne comprend pas ce que c'est. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut faire œuvre utile puis soulager l'immense pression qui est mise. Puis je le dis avec énormément de respect pour M. Dubé, soulager la pression sur le ministère de la Maladie qui est un puits, qui est un gouffre financier sans fond. C'est 60 milliards. Pas besoin d'être un actuaire pour prédire qu'on sera 62, 64, 65 milliards de dollars. Mais ce matin, Dr. Tam a dit quelque chose de très important. Elle a parlé du GPS. On a besoin d'un GPS au Québec. Alors, faire de la prévention, c'est bien, mais se donner les moyens de mesurer l'impact de ce qu'on fait, ça va être très important. Et pour ce faire, on devra le faire avec les citoyens. Merci Jean-Pierre. Je répète la question. Je répète la question, Jean-Pierre. La prévention est-elle une question individuelle ou collective? Frédéric, c'est à toi de ton côté. Bonjour tout le monde. Écoutez, pour moi, la prévention, c'est une responsabilité partagée dans le sens suivant, c'est-à-dire que oui, collectivement, lorsqu'on parle de prévention, pour moi, je le vois un peu comme un investissement et non pas une dépense. Je pense que premièrement, il faut faire un pas dans cette idée-là. On le voit, même j'en discutais récemment avec des gens au travail en guise de préparation avec un journaliste scientifique très connu, François Grenier. J'avais promis de le nommer, c'est pour ça. Qui disait que pour chaque dollar investi, il y a quand même 6 d'économie en coût de santé, normalement, lorsqu'on investit en prévention. Lorsqu'on recoupe, du point de vue juste du tabac, par exemple, qu'on recoupe avec une thématique, c'est même du 1 pour 40 d'économie. Donc, ça devient
commencer à être très intéressant de justement, collectivement, de penser à l'importance d'agir en prévention si on veut éviter des problématiques qui vont arriver plus tard, des problématiques sociales, psychosociales, par exemple. Il y a une autre statistique qui est intéressante qui disait que 70% des maladies chroniques pouvaient être évitables. Et ça, selon le Conference Board Canada, ça peut représenter jusqu'à 7,7 milliards de dollars uniquement pour le Québec. Donc, investir en prévention, c'est clairement une économie d'échelle intéressante pour le futur qui peut être, bien entendu, réinvestie dans les infrastructures, dans les services. Donc, du point de vue collectif, avec des politiques qui sont favorables justement à la prévention santé, je pense que ça devient une préoccupation collective. Du point de vue individuel, pour répondre à la question plus précisément, ben, moi, je suis d'avis que ben, c'est sûr qu'il faut que l'individu ou la personne ait le choix, ait la capacité de faire le choix. C'est-à-dire que c'est un peu le rôle de la société d'offrir ces choix-là. Est-ce que la personne ou l'individu est dans un environnement qui serait favorable justement à un mode de vie physiquement actif, une saine alimentation? C'est des concepts qu'on connaît bien. Mais est-ce qu'il reçoit aussi des signaux publicitaires qui viennent faire un contrepoids peut-être à tout ce qui est le marketing traditionnel de la malbouffe ou de d'autres types de comportements? Est-ce qu'il y a des organisations qui sont bien soutenues, je pense à Capsana notamment, à Filles Actives, qui vont envoyer des signaux pour justement influencer les normes? Donc, non seulement collectivement, je pense que c'est important qu'on investisse en prévention puis qu'il y a des politiques qui favorisent cette idée-là, mais aussi, ça nous prend des signaux forts pour venir influencer les normes pour que, ultimement, on puisse y adhérer. Puis je pense que dans la force du nombre, éventuellement, on peut avoir certains changements. Merci Frédéric. Donc, responsabilité partagée. À Montréal, qu'est-ce qu'on en pense, Julie? Bien, personnellement, pour œuvrer depuis un peu plus de 15 ans auprès des patients, des familles, pour moi, la responsabilité, elle est collective. Il faut faire davantage de la prévention d'une manière collective, mais avec une culture qui est peut-être un peu différente de celle qu'on a à l'heure actuelle. Moi, tous les jours, ce que je vois, ce sont des jeunes, des parents, des fois des grands-parents qui souffrent, en fait, soit de pauvreté, qui arrivent d'un autre pays, qui n'ont pas de référence par rapport à nos valeurs, par rapport à qu'est-ce qu'on sait qui est bon pour notre santé ou pas. Donc, pour moi, l'enjeu, il est d'abord et avant tout au niveau de notre collectivité, au niveau de l'éducation qu'on doit faire, avant même de penser de mettre la responsabilité sur l'individu. Je crois que les individus ont été suffisamment jugés à travers les 30, 40 dernières années. Et on a parlé beaucoup de stigmatisation et même d'internalisation des préjugés. Et je pense que ça fait partie des freins au changement. Les gens ont appris à souffrir d'une culpabilité et ne voient pas en nous de solutions possibles. Donc, pour moi, la responsabilité, elle est d'abord et avant tout au niveau de notre société et de nos décideurs. Super. Docteur Arruda. Bon, m'entendez-vous? Marche? OK. Premièrement, bonjour aux gens de Québec. Dr. Després, je veux vous féliciter pour votre approche avec le citoyen parce qu'on en parle beaucoup, l'approche participative, mais on a de la difficulté à mettre ces mécanismes-là en place. Donc, ça, je trouve c'est important de le faire. D'ailleurs, si le citoyen réclamait plus de la prévention comme il le fait pour obtenir des soins ou des traitements comme l'Ozempic, etc., peut-être que nos décideurs pourraient le faire. Mais pour moi, c'est vraiment, je vous dirais, là, même si je peux croire à la responsabilité partagée, c'est véritablement une vision de société. C'est une question de valeur de société qui veut décider qu'elle va investir en prévention, qu'elle va essayer de corriger les inégalités qui existent dans notre société, parce qu'on l'a vu là, au cours des 2 dernières journées, qu'on peut intervenir avant même la naissance, dans tout le long du parcours de vie, mais sur des déterminants dont les leviers ne sont pas dans le système de soins, même si le système de soins est l'aspirateur central
qui aspire la majorité des ressources. Moi, je le vois comme ça. J'ai toujours peur de l'argent de la prévention qu'un jour, ils viennent me le chercher. Mais moi, je pense qu'il y a véritablement un enjeu de société de valeur. Si on veut rester avec un système de santé publique, on doit absolument, comme citoyens, mais dans des conditions où ceux qui ont les leviers, soit au niveau municipal, local ou national, vont améliorer les déterminants de la santé pour recorriger les inégalités qu'on a chez nous et collectivement, une valeur qui est importante. Et je pense qu'il faut, c'est bon, on en parle, je pense qu'une meilleure compréhension des déterminants entre les ministères, entre les différents groupes, mais maintenant, il faut être capable aussi de prendre la force vive que sont les citoyens, à mon avis, pour demander le droit au maintien de la santé, ou du moins de l'état dans lequel les gens sont. Joanne? En fait, je vais commencer par dire que, à mon avis, c'est une responsabilité partagée, mais pas... il y a des rôles, chacun a son rôle dans cette équation-là. Et je vais probablement davantage y répondre à la question 2, parce que tu dis qui est responsable de quoi. Alors, je pourrais y revenir. Mais ce que je dirais, c'est en tant que commissaire, d'abord, je dois juste parler de ce que je sais et parler de ce que le commissaire a fait comme travaux. Alors, j'aimerais ça vous amener sur, d'abord, qu'est-ce qu'on a décidé de faire en termes de mission ou d'orientation des travaux du CSBE quand on analyse la performance du système. Puis ensuite, vous parlez de quelques recommandations qu'on a faites parce qu'on a livré un rapport sur les soins à domicile destiné aux personnes âgées la semaine dernière. Donc, d'abord, on a orienté l'analyse de la performance du système sur la valeur. Et la valeur produite, c'est les résultats de santé qui sont importants pour la population. Et c'est un système de santé qui répond aux attentes et ce qui est important pour la population. Maintenant, il y a un grand enjeu à définir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a toutes sortes de courants de pensée et on est en train de tenter de stabiliser qu'est-ce que ça veut dire. Et traditionnellement, on a beaucoup regardé la valeur comme qu'est-ce que le système de santé peut faire pour améliorer, réduire la maladie. En fait, ça a été beaucoup axé sur le médico-hospitalier. Mais nous, on élargit parce que la population, à notre avis, ce qu'elle veut, c'est ne pas tomber malade, finalement. Alors, le système ou la société devrait être responsable de non seulement adresser l'enjeu de santé, mais s'assurer d'en avoir le moins possible. Maintenant, les recommandations qu'on a faites dans le cadre de notre mandat sur le soutien à domicile, d'abord, la première recommandation qu'on a faite, a été de réorienter le système, et c'est une recommandation qui est à plus long terme, mais le système est actuellement orienté sur le soutien à la perte d'autonomie, donc le soutien à domicile, pour en faire un système qui est davantage orienté sur le maintien de l'autonomie et donc la prévention de la perte d'autonomie. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que même dans le grand âge, on peut réduire la perte d'autonomie par l'activité, la participation à la société, l'éveil, avoir des objectifs, etc. Donc, c'est fantastique, les résultats sont immédiats. Donc, ça, c'est notre première recommandation. Puis parmi, on en a 16, puis je pourrais vous parler, prendre tout le temps de tout le monde, ce que je ne ferai pas. Mais une autre recommandation, c'est qu'on a besoin d'un changement de culture. Et c'est un changement de culture de société. Et pour faire ce changement de culture-là, en fait, c'est de l'innovation. C'est comment on change nos façons de faire, nos changements, nos façons de penser. Et on a quelques recommandations sur comment soutenir l'innovation dans nos pratiques envers les populations en perte d'autonomie. Alors, je m'arrête ici pour le moment. Merci. David. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, tout d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Québec. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Pour ce qui est de la prévention, à mon avis, elle est infiniment collective. Parce que la prévention, c'est sûr qu'il y a des choix individuels qui sont faits en fonction de... Parce qu'on ne vit pas dans un bol déterministe là, qui nous fait tous nos choix d'avance, mais il y a des leviers qui sont disponibles dans la communauté et qui font
que, dans le fond, la prévention, c'est vraiment l'interaction de l'individu avec ses proches, avec sa communauté, avec sa municipalité, avec son école, le service de santé. Puis plus on élargit, en fait, cette interaction, c'est là qu'on voit qu'il y a différents leviers qui sont disponibles à différents paliers de gouvernement. Et c'est pour ça que la prévention, c'est avant tout, à mon avis, quelque chose de collectif. Parce que c'est sûr que les individus peuvent faire des choix, mais des fois, ils n'ont même pas forcément, ils ne savent pas qu'ils peuvent faire certains choix ou ils n'ont pas accès à poser certains gestes. Et ça, c'est un problème. Donc, dans le côté collectif aussi, il faut se rappeler qu'il y a différentes collectivités au sein de la population, puis il faut s'assurer qu'on les rejoigne, qu'on développe des programmes qui sont adaptés à ces différentes communautés pour être sûr qu'on ait une prévention qui rejoigne tout le monde, puis qu'on ait une société basée sur la santé durable. Voilà. Merci. C'est quand même intéressant parce que ça se rejoint d'une certaine manière. Mais il y a quand même des variantes un peu. Dans la variante de Jean-Pierre, on est davantage vers un partenaire patient, donc on rejoint une communauté à travers des individus, mais on va quand même étendre là-dessus. Avec Frédéric, on est sur un partage vraiment en fait de ces responsabilités-là. J'ai beaucoup aimé en fait la notion de choix, la notion de collaboration aussi, mais également en fait la notion de besoin, répondre à un besoin en fait. Ça arrive justement en fait sur la deuxième question, qui est une question en fait qui rejoint beaucoup en fait la première en tant que telle, que ce soit en fait une question individuelle ou une question collective. Qui devrait être impliqué en fait dans cette prévention-là? Est-ce que ça devrait être le docteur Arruda avec son argent qu'il essaie de cacher à l'aspirateur central de la maladie? On a des coffres-forts, si vous voulez, on peut vous proposer des choses. Est-ce qu'on y va vers le gouvernement? Est-ce qu'on y va vers les citoyens? Est-ce qu'on y va vers le milieu de la recherche? Jean-Pierre a parlé tout à l'heure en fait des fonds de recherche du Québec qui étaient là avec nous ce matin. Qui devrait être impliqué en fait dans cette grande famille en fait de la prévention? On va y aller dans le sens contraire, si ça vous convient, et puis après on va y aller sur un sens un peu plus éclaté. David? Parfait. Bien, je pense que ça prend une société en fait pour faire de la prévention. Donc, il faut impliquer à la fois le citoyen, il faut impliquer les organismes communautaires, il faut impliquer les différents paliers de gouvernement, les différentes agences gouvernementales, parce que c'est ce travail collectif-là qui va permettre de développer une prévention durable. Mais c'est sûr que si on peut penser aussi à qui doit avoir un certain leadership dans ce dossier-là, bien, ça reste le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement a à sa disposition des leviers qui peut actionner pour donner certaines ressources à des communautés à travers la province, qui leur permet de faire de la prévention. Donc, on peut penser, par exemple, à des programmes soit d'éducation dans les écoles ou de doter les organismes communautaires de certains moyens pour qu'ils puissent développer des campagnes sur le terrain pour le faire avec le citoyen. Et puis peut-être aussi, il y a des leviers qui sont législatifs, qui sont d'encadrement de certains produits. On peut penser par exemple au tabac. Dans les années 60, au Canada, on avait un taux de fumeurs qui était de 50%. Et ce qu'on a vu avec le dernier rapport statistique sur le cancer de la Société canadienne du cancer, c'est que le taux de mortalité par cancer du poumon est en diminution constante depuis 2005. On parle d'une diminution de 3,5% par année, ce qui est majeur. Mais ça, c'est lié à quoi? C'est lié à une mobilisation sociétale qui a demandé au gouvernement certaines mesures, puis il y a des encadrements, par exemple du tabac, on peut penser à l'emballage, qu'est-ce qu'il y a dans les produits du tabac, où est-ce que ça peut être vendu, à qui on peut faire du marketing. Donc, je ne vais pas m'étendre plus que ça pour laisser la parole à mes collègues, mais c'est... Voilà. Très intéressant, Joanne. Merci. Donc, ce que je dirais, c'est que quand je disais tantôt que c'était une responsabilité partagée, qu'on avait chacun nos rôles, c'est que le citoyen, oui, effectivement, il y a un rôle à jouer, mais il a besoin du soutien du gouvernement pour y arriver. Et il y a besoin de services pour y arriver, ou que le gouvernement joue son rôle et qu'il fasse évoluer la réglementation, les politiques, les institutions dans ce sens-là. Dans le contexte du soutien à domicile, parce que ça va être mon sujet favori dans les prochains mois, mais ce que je vous dirais, c'est que ce que les gens nous ont demandé, alors tantôt je parlais d'un système qui était orienté sur ce qui était important pour la population. Alors quand on parlait, on a interviewé, on a fait travailler notre forum de consultation sur qu'est-ce qui était important pour eux à l'approche, lorsqu'ils étaient en perte d'autonomie et puis qu'ils étaient dans les dernières années de leur vie. Et ce qu'ils nous disaient, c'était de maintenir leur autonomie le plus longtemps possible. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? Ça voulait dire
rester dans leur milieu, évidemment, mais obtenir de l'aide pour maintenir cette autonomie-là. Et donc, ça voulait dire avoir une vie sociale. Donc, mettre en place des éléments pour qu'ils continuent à faire partie de la société, pour continuer à s'impliquer et évidemment soutenir lorsqu'ils sont dans la perte de leurs moyens, mais leur donner accès à des meilleurs moyens de transport, etc. Donc, ce que ça nous faisait dire, c'est que c'était la responsabilité de tous. Et quand je parlais de changer l'orientation du système, c'est une orientation gouvernementale qu'on a recommandée et non une orientation du ministère de la Santé. Et c'est vraiment un changement de société. Alors, on appelait à un changement de société et tous doivent s'impliquer pour effectivement développer des initiatives et des sociétés, des communautés où les personnes âgées sont valorisées. Alors, voilà. Super. Docteur Arruda? Bien, je vais aller un peu dans le même sens que Mme la commissaire. D'ailleurs, on a une politique gouvernementale en prévention de la santé parce que dans les faits, quand on regarde le parcours de vie avant la naissance jusqu'à la mort, où on doit intervenir avec la prévention, les gens vont parcourir des collectivités, des milieux, à mon avis, sur lesquels, puis il y a des gens qui sont les élus, municipaux ou autres, des gens de la société civile, des gens du monde de recherche, qui peuvent contribuer à cette vision, à mon avis, de changement de culture par rapport à la prévention. Et je pense que tous ceux qui ont un levier en éducation, en alimentation, en environnement, tous ceux qui ont un levier ont un devoir d'intervenir vers cette vision où on sait que si on agit plutôt en amont, c'est des cancers, c'est des maladies chroniques, c'est plein d'enjeux qu'on va être en mesure de faire. Fait que ça demeure, moi, à mon avis, un problème de société dont les leaders élus doivent avoir une responsabilité vis-à-vis de leurs citoyens dans les municipalités, vis-à-vis des élèves dans les commissions scolaires, etc. Mais il faut se donner cette vision-là et cette culture-là au sein des gouvernements qui sont là, parce que c'est une question de survie, à mon avis, et de maintien de ce qu'on a bâti à date au Québec. Julie. Alors, je vais poursuivre pas mal dans le même sens en disant que oui, de mon côté, je pense que c'est un enjeu sociétal. Je pense que c'est toute la société qui doit y participer. On doit aussi s'inspirer de ce que Jean-Pierre fait avec le collectif en termes de chaire de recherche. Il faut être honnête là, entre nous. Il faut quand même dire que si c'est le gouvernement qui assume ce leadership-là, ils ont quand même démontré un échec quand même assez important au niveau de la prévention à travers les 30-40 dernières années. Donc, peut-être que dans le futur, si on veut avoir une meilleure prévention avec un leadership gouvernemental, le citoyen va devenir très important dans ces concertations-là. Puis, une chose que moi, je trouve que M. Dubé a oublié dans l'inspiration de son plan de santé et qui s'est inspiré donc des pays nordiques, mais il a oublié une chose, c'est que quand on regarde ces pays-là, ils ont une grande confiance envers leur gouvernement et les décisions qui sont prises. Nous, on a perdu la confiance du citoyen en matière de santé et de maladie, bien entendu. Donc, comment, dans cette gouvernance-là, ce leadership-là, on va savoir suffisamment innover pour recréer ce climat de confiance-là de la population envers nos décideurs pour une meilleure prévention. Merci, Julie. Alors, du côté de Montréal, on a commencé gentiment et puis là, on est arrivé sur des échecs et sur des pertes de confiance du système de santé. Donc, ça s'aggrave. Est-ce qu'à Québec, c'est aggravé aussi? Jean-Pierre, Frédéric, de votre côté? Ça va aussi mal ici. Non, en fait, moi, je dirais que puis je vais parler par l'expérience qu'on a, nous, chez M361, historiquement Québec en forme. C'est les personnes à impliquer, pour moi, c'est les décideurs à tous les paliers de la société, c'est-à-dire ceux qui sont en mesure de prendre des décisions sur les environnements dans lesquels on vit. C'est-à-dire que du point de vue politique,
Bien entendu, le gouvernement a à mettre des politiques en place, puis je prends la politique de la PGPS, par exemple, qu'on devrait être tous très fiers d'avoir la chance d'avoir cette politique-là qui agit en prévention, mais comme parfois Dr Arruda mentionne, l'idée, c'est ultimement, c'est la santé dans toutes les politiques. Donc, du point de vue politique, il y a un travail à faire. Puis ensuite, ben, les organisations provinciales, les OBNL qui développent les contenus, travaillent les connaissances, se réseautent, ça prend aussi un soutien puis mobiliser ces organisations-là pour qu'ils puissent justement outiller en connaissances. Puis, il y a des tables de concertation, par exemple, la TQSA, la table sur la saine alimentation, celle sur le mode de vie physiquement actif, qui est présidée par Mme Sylvie Bernier, qui c'est son anniversaire aujourd'hui, donc on la salue d'ailleurs. Et aussi les décideurs du point de vue régional, donc dans les municipalités, dans les régions, dans les territoires, eux aussi ont un rôle, puis c'est souvent dans cet aspect-là, dans l'intersectorialité, que va se passer l'action, parce qu'on est de plus en plus proche du citoyen, jusqu'au niveau local, direction d'école, les intervenants, ceux qui ont vraiment une incidence sur l'environnement dans lequel les jeunes vont graviter. Je pense que dans la responsabilité partagée ou le rôle à jouer, on est dans tous les paliers, puis on pourrait comparer ça à un pain sandwich, je dirais. Vu que tout le monde connaît un pain sandwich, c'est un peu douteux. Parfois, le goût, on ne sait pas pourquoi les aliments sont toujours réunis les uns avec les autres, mais quand on les met tous ensemble, avec tous les multi-étages, semble-t-il, puis je ne suis pas un fan de ça, semble-t-il que ça goûte bon. Donc, vous comprendrez, pour moi, c'est l'ensemble des étages dans une approche intersectorielle. Merci. On parlera de la valeur nutritive avec Oui, il y a Hélène. ça, par exemple. Je comprends qu'on est dans les aliments d'exception. Ah. Jean-Pierre, c'est à toi. Moi, Thomas, tu le sais, on a eu souvent ces conversations-là. J'étais très, très pessimiste. Je pense qu'on s'en allait dans le mur à 300 à l'heure quand on regarde les. Puis là, je ne dis pas ça pour faire du sensationnalisme, mais dans nos écoles, on fait des têtes pleines dans des cas sédentaires et malades, et pourtant, on ne fait rien. On ne collige pas les données du test navette où on serait en mesure de mesurer le signe vital le plus important qui détermine la trajectoire de vie de nos enfants en santé ou malades, la condition cardio-respiratoire. Elle est mesurée, puis ces données-là sont mises à la poubelle. Je voudrais complètement endosser les propos de Julie. Dr Arruda a une compréhension très, très fine là, en tant qu'expert de ce qui devrait être fait au Québec. Cela dit, maintenant, ce qu'on a besoin, tout le monde le dit, c'est un chantier de société, c'est un projet de société qui interpelle le premier ministre du Québec lorsqu'on avait des enjeux, les grands chantiers sociétaux de la Révolution tranquille. On est confronté aux mêmes défis en ce moment. Alors, qui va prendre ça en main? Mon optimisme vient du fait qu'en octobre, j'ai publié un livre grand public qui résume mes travaux de recherche depuis 40 ans puis de mon équipe. La révolution active, puis c'est comme une bouteille que j'ai lancée un peu à la mer. Vous savez, j'explique des choses là-dedans, c'est vraiment niveau secondaire 3, parce que je veux pas que ce soit des universitaires ou des professionnels de la santé qui prennent connaissance de ces données-là, mais le grand public. La réponse citoyenne est telle que si j'avais 40 ans, j'en ai 65, je me lancerais en politique, parce que le mouvement est parti. Julie l'a dit tout à l'heure, les citoyens, là, ils en veulent. Ils en veulent. Et maintenant, comment on va harnacher cette volonté collective à la grandeur du Québec de dire la promotion de la santé, parce que le mot prévention, il est égal vaudé, mais la promotion de la santé, puis en faire un projet de société, on en veut. Puis à cet effet, bien, on a des élus qui ont du courage. Thomas, tu as invité hier le maire de la Ville de Québec, M. Bruno Marchand. C'est l'allié numéro 1 de la promotion d'une ville, veut faire de la Ville de Québec la ville la plus en santé en monde. Puis une petite anecdote en passant, quand j'ai publié le livre, je l'ai envoyé à différents élus, je ne les nommerai pas, mais le seul qui m'a appelé, c'est le maire de Québec pour dire « Docteur Després, qu'est-ce que je peux faire? » J'ai dit « Monsieur le maire, vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas les moyens de s'acheter des fruits et des légumes, donc ils n'auront pas les moyens d'acheter le livre. Vous savez ce que le maire a fait? Il est disponible dans les 27 bibliothèques de la Ville de Québec pour que les gens qui n'ont pas les moyens de se le procurer puissent avoir accès à ce savoir-là. Ça, c'est de la démocratisation de la santé et ça, c'est en train de faire boule de neige. Il y a des MRC au Québec qui font la même chose, qui mettent le livre en disponibilité dans toutes les villes et villages pour que les gens aient accès à ce savoir-là. Alors, on doit passer par la démocratisation de la santé en expliquant des choses aux gens, puis les Québécois et Québécoises, ils comprennent, ils vont se lever. Moi, je suis optimiste, Thomas.
C'est intéressant. Hein. L'optimisme est là. Hein. Mais c'est vrai que de reconnaître que potentiellement, en fait, il y a un échec quelque part, qu'il y a une confiance qui est mise à mal d'une certaine manière, mais de voir en fait qu'il y a des possibilités, des opportunités. En fait, les deux peuvent très bien en fait collaborer les unes avec les autres. Jean-Pierre, je tiens à te dire, je l'ai acheté le livre et puis il est à la bibliothèque Maisonneuve-Rosemont, si je ne me trompe pas, également ton livre. J'ai vu, Joanne, tu voulais répondre par rapport à un commentaire. En fait, c'est un commentaire de Julie qui disait tantôt, les gouvernements qui se sont succédés ont failli à développer des politiques et mieux soutenir la prévention. Et donc, ma recommandation, quand je parlais de la responsabilité du gouvernement, était de mieux soutenir la prévention. C'était pas de dire, OK, c'est la responsabilité du gouvernement de s'en occuper. Au contraire, son rôle est de dire où est-ce qu'on doit aller, puis de donner les moyens aux communautés, aux localités, aux acteurs de se prendre en main, puis de développer des projets qui vont marcher et de les soutenir dans ce sens-là, puis même, je dirais, de débloquer ce qui empêche d'aller dans ce sens-là. Je l'avais bien compris, mais c'est bien de le préciser parce que je lis vos rapports. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent justement commenter sur ces visions-là? Parce qu'on a encore un peu de temps, en fait, par rapport à cette question-là. Oui, Thomas, moi, j'ai pris ça au sérieux, là, la discussion d'aujourd'hui. J'ai fait mes recherches dans un langage populaire. En fait, j'ai trouvé une analyse intéressante qui est un peu l'autocritique de la prévention. Il y a un article qui est paru dans le American Journal of Lifestyle Medicine en 2016, où est-ce qu'ils disent c'est pas nécessairement on pose peut-être la question peut-être pas de la bonne façon. On devrait peut-être dire au lieu de chercher toujours les meilleures initiatives puis les meilleurs moyens, c'est de plutôt s'attarder à qu'est-ce que la population veut et qui va les aider à maintenir dans le temps. Mm-hmm. Puis la notion du temps en prévention ou en promotion de la santé, comme le dit Jean-Pierre, le temps est important. Les gouvernements sont là pendant 4 ans, parfois renouvelés, parfois non. Ce qu'on voit quand on s'inspire des autres pays, c'est qu'il y a des projets collectifs sociétals qui sont immuables, que les gouvernements ne peuvent pas toucher, qui touchent la promotion de la santé, entre autres ceux qu'on voit au Danemark. Donc, moi, je pense qu'on doit aussi avoir une petite autocritique et de dire oui, on a besoin que le gouvernement prenne des décisions et mette à la disposition de tous nos organismes qui, écoute, depuis 2 ans qu'on s'est lancé dans ce sommet-là, on apprend. On a tellement de succès au niveau microscopique sur le terrain, mais tout ça n'est pas promu à un niveau gouvernemental très haut, et c'est un dossier de PM. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est un dossier d'un premier ministre, ça prend un leadership. Puis après ça, bien, comme le dit si bien Madame la commissaire, bien, une fois que la décision est prise puis qu'on décentralise l'action, on a déjà pas mal de champions sur le terrain qui vont nous aider avec les citoyens à réussir ce grand projet-là collectif. C'est marrant. Vas-y, David. Peut-être je rebondissais sur quelque chose qui a été dit un peu plus tôt aussi, c'est la question que oui, il y a eu des échecs là, en termes de prévention, mais je pense qu'au gouvernement, en tout cas chez les fonctionnaires et tout, dans l'appareil gouvernemental, il y a quand même beaucoup d'expertise, il y a beaucoup de recommandations qui sont faites au gouvernement. Après, peut-être dans l'autre question, on pourra parler de pourquoi ça n'arrive pas toujours, mais il y a la question politique, là, ultimement, là-dedans, que je pense qui est importante dans cette équation-là. Mais il y a une expertise et ce qu'il faut aussi éviter de faire, je pense, avec la prévention, c'est du mur à mur. Là. Donc, quand on dit que la responsabilité gouvernementale, c'est vraiment d'essayer d'outiller, je pense, à mon avis, les communautés, les différentes, je ne sais pas, par exemple, les municipalités, les différents ministères pour chacun agissent là, à un certain moment dans le continuum de la vie d'une personne, dans son bien-être. Mais pour que ça représente les différentes communautés, il faut s'assurer qu'on ne fasse pas du mur à mur, parce que faire de la prévention dans une région rurale, ce n'est pas la même chose que sur le plateau Mont-Royal, par exemple. Donc, faut garder à l'esprit tout ça.
Et puis vraiment que ce rôle un peu de leadership, sans être le seul responsable, là, mais revient au gouvernement, là, mais qui doit partager ces outils-là pour pouvoir agir sur les populations. Donc en fait, ça nous prend une sorte... On parlait d'un Hydro-Québec de la santé quand on a créé Santé Québec, parce qu'on parlait d'un projet de société, littéralement. Jean-Pierre, en t'écoutant, en fait, ça nous prend un Hydro-Québec de la prévention et de la promotion de la santé, d'une certaine manière. Donc ce projet de société, géré vraiment, en fait, au plus haut point, qui donne vraiment une vision, en fait, de notre qualité de vie. Mais j'aime beaucoup aussi le fait que, peut-être la question ne serait pas été qui devrait être impliqué, mais peut-être qui devrait-on écouter pour la prévention et la population. Le seul bémol, moi, que j'aurais par rapport à ce point-là, c'est avec toute la publicité, avec un monde, en fait, qui est constamment, en fait, bombardé de promotions et de choses comme celle-ci, où il est le libre arbitre, où il est le libre choix. À partir de quel moment, en fait, justement, on va commencer à vouloir les choses qu'on veut vraiment, plutôt que de se dire que c'est justement une promotion Facebook, une publicité sur X, toutes ces choses-là qu'on voit en fait dans notre quotidien, est-ce qu'on veut nos vrais choix ou est-ce que nos choix santé en fait nous sont imposés? L'imposition, elle est toujours un peu spéciale. Hein? Est-ce que tu peux me permettre de rebondir là-dessus, Thomas, justement? Vas-y. Parce que je pense qu'il ne faut pas confondre. Effectivement, c'est un grand chantier qui interpelle le premier ministre, mais après, tout est dans le comment. Il ne faut pas que ça soit top-down ou encore une fois, moi, sur le terrain, ce que les gens disent, là, on en a le ras-le-bol des leçons de morale, puis je vais caricaturer, là, des gens qui mangent la poutine puis qui vont aller en enfer, puis ceux qui mangent du foin qui vont aller au ciel. On n'en a rien à faire de ça. Ce que les gens veulent, c'est d'être écoutés. Dans un premier temps, saviez-vous que tu mets des concepts, tu es présent, puis on a fait ça, entre autres, là, dans la région Chaudière-Appalaches avec les 2 MRC. Pendant 1 an et demi, on a eu ce qu'on appelle des conversations citoyennes avec les groupes communautaires, puis on leur a dit, saviez-vous que... Puis après, ils nous ont dit, bien, Dr. Depré, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce n'est pas nous qui allons vous dire ce que vous devez faire. Ce que vous avez dit tout à l'heure, bien, quels sont vos enjeux sur le territoire? Quelles sont vos réalités? Puis là, c'est fou ce qu'on a recueilli comme information. Et cette communauté-là, les 2 MRC de Montmagny et Lillet, ont publié, puis c'est disponible là, du domaine public, une déclaration d'engagement en santé durable. Dr. Arruda, si vous étiez en mesure de voir ce two-pager-là, c'est un document de santé publique, sauf que ça émane des citoyens et des communautés. Ce n'est pas imposé. Vas-y, Joanne. Bien, c'est juste que quand tu as parlé de libre choix, Thomas, ce que je ne peux pas m'empêcher de penser, c'est de revenir au concept de Julie qui est de la littératie. Il faut être capable de faire la différence entre la bonne information et de la désinformation. Mais oui, moi j'ai confiance en la population comme Dr. Jean-Pierre, mais il faut quand même de les soutenir dans l'acquisition de cette littératie-là. Super rapidement, je te promets, Thomas. Mais peut-être sur cette réflexion aussi de la littératie, c'est important de favoriser la littératie, puis c'est important aussi de protéger les consommateurs aussi de certains produits. Là. Justement, rendre l'information disponible, facilement accessible pour eux. Parce que souvent, on a des industries aussi qui, à travers l'histoire, je ne vais pas en nommer, mais qui ont fait certains... promesses là, par rapport à leurs produits ou cacher certaines choses qui ont été très néfastes à la santé de leurs consommateurs puis qu'on paye encore aujourd'hui. Puis ça, ce n'est pas la faute des gens, c'est une entreprise privée qui leur a menti dans leur face pendant des années, puis on est là aussi à cause de ça. Est-ce qu'on parle des eaux minéralisées en France ou vas-y, Julie, de ton côté. Je reviens avec mon commentaire d'hier. Protégez-vous, hein, la revue Protégez-vous. On la consulte pour faire des choix éclairés. C'est la même chose en santé. On doit, puis parce que notre discussion a commencé avant de rentrer dans la salle sur la littératie. Donc, c'est de là que ça vient. Donc, la littératie, oui, si on peut avoir une meilleure façon de communiquer ce qu'est la santé durable, pourquoi c'est important? Bien, après ça, les gens demeureront libres de choisir s'ils adhèrent ou pas à ce grand projet de société-là. Mais définitivement, et c'est l'idée du film sur la santé durable, c'est d'arriver avec un degré de littératie qui est plus important auprès de la société pour qu'ils puissent faire leur propre choix par la suite.
On continue avec la prochaine question, si ça vous convient. Frédéric, tu voulais prendre la parole? Oui, je voulais rebondir sur quelque chose que M. Després a nommé. Moi, je trouve ça super intéressant parce que, en effet, je suis aussi d'avis que dans les régions, dans les municipalités, dans les territoires, les gens ils savent qu'est-ce qu'ils ont de besoin. C'est ceux qui sont les plus connectés. Puis je pense notamment aux tables intersectorielles régionales, anciennes habitudes de vie, qui concertent un paquet de partenaires autour d'enjeux qui travaillent la prévention. Ils se font des plans d'action avec des visions communes de ça. Je pense que le travail du gouvernement, c'est bien entendu soutenir ces concertations-là, soutenir les organisations, mais je pense qu'on a tout à gagner d'impliquer, de soutenir justement les intervenants qui sont plus près de la population. Justement, ça amène en fait la dernière question en fait de notre côté. À votre avis, pourquoi le rôle de la prévention est sous-représenté? Parce que là, justement, en fait, on parle de représentation communautaire, on a parlé de représentation individuelle, plus particulièrement. Docteur Arruda, on va avec vous. Vous êtes bien penseur, là, depuis quelques minutes. Je réfléchis aux propos qui ont été tenus, puis je voudrais dire, Dr. Després, que je suis très conscient, d'ailleurs, j'ai fait une tournée en lien avec la politique gouvernementale, qui n'est qu'un instrument qui donne des orientations, mais le véritable pouvoir doit venir de la communauté. Et moi, je pense que c'est une approche gagnant-gagnant. Il ne faut pas arriver avec notre programme tout monté, là, puis leur dire, mais c'est ce qu'il vous faut. Donc, il faut laisser émerger de la communauté. Il faut leur donner les moyens, à mon avis, là, de faire des choix éclairés, répondre à des besoins. Et ça crée une concertation territoriale qui va, à la prochaine fois, s'attaquer à une autre problématique. La question, c'est en lien maintenant avec pourquoi elle est si peu représentée, la prévention? Pourquoi le rôle de la prévention est sous-représenté? Comment je pourrais vous dire ça? Oui, aspirateur, mais je vais vous dire, dans les faits, la nature humaine n'est pas préventive d'emblée, au départ. La prévention, ça prend comme un certain effort, puis souvent, on va avoir la satisfaction immédiate. Le problème, actuellement, c'est que il y a des hémorragies, entre guillemets, et ce qu'on voit refléter dans les médias, c'est seulement les aspects souvent négatifs. Je pense qu'on a quand même un système de santé qui n'est pas le plus parfait du monde. On a une société qui n'est pas la meilleure du monde non plus, mais ce n'est pas rien qu'à cause... Ce que je pense, c'est à cause de la vision que se donne une société par rapport à ses besoins. Et là, la croissance des besoins thérapeutiques ou autres, les soins dans les urgences, c'est ce qui englobe toute l'attention. Et nos gouvernements répondent à ce qui est là, comme dans l'agenda comme tel. Et ça a toujours été le cas, même dans la distribution monétaire ou même des ressources. Puis là, avec les ressources manquantes, les gens ont tendance, s'il y a un manque, si l'urgence crie, si l'hôpital n'est pas opérant, si y a une urgence qui ferme, bien, ça devient une catastrophe. Et à ce moment-là, souvent, l'investissement à long terme qui est nécessaire nécessite un recul, à mon avis. Mais c'est pour ça que je pense que la voix citoyenne, la voix de nos jeunes aussi, qui vont être un espoir différent. Moi, je tiens à vous dire, les jeunes, avec leur vision de l'environnement, etc., leur vision de la mobilité durable, etc., doivent devenir une force, à mon avis, qui va demander à ce qu'on ait plus de services préventifs puis qu'on s'attaque à ces phénomènes-là. On ne peut pas développer une belle littératie sans un système d'éducation ne fonctionne pas bien. Je veux dire, si les enfants arrivent à l'école des milieux défavorisés avec des retards très importants, comment veut-on que ces populations-là aient une bonne littératie? Fait que ça c'est... Bon, ce que je dis, dans le fond, c'est tout le monde qui le fait, mais il faut en faire une valeur de société majeure. Il faut être capable de dire, comme vous disiez, on veut être la ville en meilleure santé du Québec parce qu'on veut se donner les conditions autour de nous pour favoriser le changement de comportement. Vas-y, Julie. J'ai eu le privilège d'en parler avec un des patrons à l'OMS, Dr. Branca, qui est au niveau, lui, du dossier des systèmes alimentaires, puis aussi au niveau du dossier de l'obésité. Et
ce qu'il disait souvent dans la discussion, ça revenait tout le temps, la prévention, c'est pas trop, it's not sellable, sexy. Sexy, qu'on disait, nous. Donc, c'est pas, puis ça m'a été dit, là, à travers la quête que j'ai faite avec Jean-Marie Lapointe dans différents pays, plusieurs nous ont ramené ça. La prévention, c'est pas sexy, c'est pas vendable. On est toujours en compétition contre l'industrie, contre la profitabilité, la mondialisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est revenu énormément dans leur discours. Puis, en fait, j'ai pas toutes les solutions devant nous, mais définitivement, en identifiant le problème, on peut arriver ensemble à trouver des solutions à ça. Et malheureusement, il y a des choses qui se font qui ne sont pas connues, comme entre autres, j'ai bien hâte de voir les données du Lab École, par exemple, de Pierre à Saguenay, dans un quartier ultra défavorisé, où est-ce qu'ils ont amené un niveau de littératie différent, qui est proposé différemment, puis avec l'inclusion de paramètres de santé qu'on va pouvoir mesurer. Donc, encore là, il faut garder espoir, mais comment on peut arriver à travailler avec ces gens-là? C'est une des suggestions de Dr. Branca à l'OMS, et si la solution était de travailler les gens en prévention, en promotion de la santé, si ces gens-là travaillaient avec l'industrie plutôt que de travailler seuls de leur côté, et ça amène toute la notion d'intersectorialité, puis à quel point ça va devenir ça, le mot sexy, dans les prochaines années pour nos futurs gouvernements. Donc, je pense qu'il y a plus de partenariats à bâtir et qui vont influencer éventuellement le consommateur. Parfait. Partenariat. Je pense que Joanne, toi, tu as des exemples concrets aussi pour nous parler de cette chose-là. On ira avec David et puis Frédéric, j'aimerais revenir à toi aussi. Tu n'as pas eu la chance d'intervenir beaucoup. En fait, j'ai des explications au niveau de nos mécanismes, comment on a organisé notre société et le gouvernement, le rôle aussi du ministère. Ce que je dirais, c'est que la prévention, c'est comme en marge du système de santé. Et le système de santé, un peu comme Dr. Arruda disait, mais moi je l'exprime d'une autre manière, mais c'est comme tous les fonds sont déjà engagés. Et les institutions, la réglementation, tout fait que le système est figé. Et ça continue à évoluer et à croître avec les besoins de la société. Et quand on se rend compte qu'on devrait faire les choses autrement, on a toute la misère du monde à changer l'ordre des choses. Et on peut espérer qu'un des objectifs ou une des choses qui va arriver justement avec l'agence, c'est de pouvoir développer puis débloquer certaines de ces barrières-là. L'autre chose que je dirais, c'est qu'on utilise la santé publique, on limite l'utilisation ou les possibilités de la santé publique. La santé publique arrive avec des connaissances absolument extraordinaires qu'on pourrait utiliser à plusieurs égards partout dans le système. Et de là, la responsabilité populationnelle, qui est une des directions qui a été prise par notre système, mais qui n'a jamais été implantée. C'est-à-dire qu'on n'a pas de plan pour avoir une responsabilité populationnelle. Et ça revient à la répartition des ressources. Donc, il faut repenser l'ensemble de ces éléments-là, mais c'est absolument certain qu'on n'a pas les moyens, si on veut assurer la viabilité de notre système, de ne pas regarder la santé comme étant l'absence de maladie ou la réduction de la maladie. On doit passer par là. David? Peut-être 2 points, puis une espèce de mini-appel à l'action après, mais c'est sûr que le premier point, pour moi, il y a une question politique là-dedans. Il n'y a aucun gouvernement, en tout cas de mémoire, qui a été fait ou défait sur des questions de prévention. Donc, c'est sûr que quand on est au cabinet du premier ministre ou ministre de la Santé, puis qu'on voit ce qu'il y a dans les médias, on voit les médecins de famille, on voit les urgences, on voit les délais en chirurgie, puis c'est ça que
plus tard, les gens vont vous tenir responsable puis voter pour ça. Fait qu'il y a un enjeu politique. Là. Comment est-ce qu'on peut prioriser un peu cette question de la prévention auprès du pouvoir politique? C'est pour ça qu'il y a certaines organisations, bon, comme la nôtre, la Société canadienne du cancer, qu'on a un département de défense d'intérêt public où on va, dans le fond, levier le gouvernement, parler avec le gouvernement pour mettre en place des mesures. Puis, peut-être encore une fois au niveau politique, les mandats, c'est 4 ans aussi. Quand vous avez la chance ou la malchance, là, je sais pas, d'être ministre de la Santé pendant 4 ans, là, vous êtes sûr que dans 4 ans, ben, les gens ils vont vous tenir responsable pour ce que vous avez fait. Puis si la prévention, c'est pas une priorité politique, ben, on va vous juger sur autre chose. Fait que c'est peut-être les 2 points principaux. Puis mon appel à l'action, en fait, je pense que si vous êtes aujourd'hui dans cette salle en ligne ou à Québec là, avec nous, c'est que vous êtes, ça vous motive, ça vous passionne, ce sujet de la prévention, de la santé durable. Fait que portez votre voix auprès de vos élus, impliquez-vous dans des organismes qui font de la défense des droits, des intérêts, parce que c'est comme ça qu'on va permettre là aussi de peut-être politiser certains enjeux, de porter au ministre certains enjeux que sinon il ne va pas écouter. Donc je pense que c'est important. C'est important aussi pour nos organisations de travailler ensemble pour pousser ces dossiers parce que plus on est ensemble, plus notre voix porte. Donc voilà, c'était mon petit appel à l'action de fin de Thomas, rencontre. Très bon. Thomas, j'aimerais dire quelque chose de court. Tu sais, moi, je suis allée à l'école de Jean-Pierre, là, je dois l'avouer, c'était mon professeur quand j'étais au doctorat. Puis nous, on a toujours publié selon les évidences. Hein? Puis moi, j'ai appris ça de Jean-Pierre, de d'autres chercheurs, donc des données. Là où est-ce que le ministre a raison, je pense, c'est qu'on doit s'appuyer sur des données probantes pour prendre les meilleures décisions possibles au niveau gouvernemental. Un matin, j'entendais Mme Bélanger à Paul Arcand. Puis là, j'étais là, bien voyons donc, ça n'a pas rapport, cette discussion-là, parce que c'est pas ça que Dr Lebel elle nous a dit hier. Puis, tu sais, quand on dit prioriser les ressources aux bons endroits, je voyais, mais je me disais, pourquoi avoir fait autant de maisons des aînés si tu n'as pas de ressources pour les ouvrir ou pour t'occuper des gens? Alors que hier, ce qu'on a compris, puis vous me corrigerez si j'ai mal compris, mais c'est que ça touche 3 à 4 % de la population de plus de 60 ans, alors que les autres sont dans le communautaire puis qui ont besoin de ressources à domicile. Donc, je pense que quand on prend des décisions comme ça, politiques, qui se chiffrent en termes de vote, ben on oublie les données probantes puis la priorisation qui devrait être une évidence. Puis, pars pas à joindre là-dessus, parce qu'elle a fait une semaine d'entrevue que sur ça, justement, sur la priorisation, en fait, des ressources à domicile, plutôt que de la création, en fait, de nouveaux centres pour aînés, plus particulièrement. C'est ça que tu penses? D'ailleurs, on avait une estimation de ce que ça nous coûterait et ce que ça voulait dire en termes de construction, nombre de places. Puis il y avait excusez-moi, un article de Mme Grandmont ce matin qui parlait justement de qu'est-ce qu'on avait atteint en termes de construction. Puis je pense qu'en 4 ans, on a construit 2060 places en maison des aînés, mais pour répondre aux besoins et continuer à offrir les services qu'on offre à l'heure actuelle, qui est bien en deçà des besoins, il faudrait qu'on construise 2600 places par année, 2500 places par année. C'est absolument... OK. Donc, le 4 fois plus. Donc, impossible. C'est QFD d'une certaine manière. On va de l'autre côté, Québec. Frédéric, justement. Ça a déjà été dit, là, bien entendu, politiquement, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est plus difficile à vendre aussi la prévention. Puis, c'est beaucoup plus facile de calculer les problématiques en santé, les urgences qui débordent, le pourcentage, plutôt que l'économie ou l'effet de la prévention sur quelque chose qui est placé très loin dans le temps. Donc, pour moi, un des éléments qui est important, c'est qu'on documente bien puis qu'on investisse dans la recherche pour, bien entendu, démontrer tout le bienfait que la prévention peut avoir justement sur les populations vulnérables, sur le futur. Donc, en effet, sans vouloir répéter, là, moi, je dirais qu'il y a cet élément-là aussi qui est important. C'est vraiment le domaine de la recherche pour démontrer à quel point ça a une plus-value. Merci. Jean-Pierre? Deux petits points, Thomas. Dans mon livre, je donne l'exemple, puis c'est pas un statement politique que je fais, là. Mais si on avait pris le 500 $ qu'on a donné à tous les Québécois et Québécoises, on aurait pu bâtir 64 centres communautaires
de 50 millions de dollars chaque à la grandeur du Québec pour qu'on ait des piscines, pour que nos petits poutres ne meurent plus noyés dans les piscines, qu'on monte à nager à tout le monde, qu'on ait des épicentres de promotion de l'activité physique puis de la santé qui nous permettraient de colliger des données où on suit l'évolution justement du déterminant numéro 1 de la trajectoire de vie en santé de toute la population, des petits poutres jusqu'aux personnes âgées. C'est des choix politiques. Ça, c'est mon premier commentaire. Puis, encore une fois, je ne veux pas faire de politique partisane. C'est juste un exemple qu'on a les moyens de faire de la prévention, mais de mesurer l'impact de ce qu'on fait. Moi, je n'utilise plus le mot prévention parce que c'est un mot qui est galvaudé. Je parle de promotion de la santé. On a aussi un autre problème structurel où il y a un fossé immense, immense. Il y a un mur de béton épais entre la santé publique et les services de santé de proximité. Comment se fait-il que quand vous allez voir votre médecin de famille, les signes vitaux du mode de vie, puis Dieu sait qu'on a essayé de faire des projets pilotes, parce que c'est ça qui est à la mode au Québec, on fait des projets pilotes, des petits projets. On n'a jamais été en mesure de faire entrer la mesure des signes vitaux du mode de vie. On a des médecins comme Julie qui sont littéralement en croisade, là, puis on a quelques médecins de famille comme ça, on a des témoignages de médecins qui font des choses héroïques, mais qui sont à contre-courant. Pourquoi? Parce que les guides de pratique clinique, c'est bon, bien, regarde, on suit les recommandations en matière de gestion des maladies chroniques qui sont tournées vers une prise en charge agressive médicamenteuse, puis je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, pertinent, mais on n'a pas les outils pour mesurer, cibler, accompagner les patients dans le recalibrage de leur mode de vie. Puis ces outils-là, ils existent. Il nous reste quelques minutes. Peut-être une petite idée. On parle beaucoup, en fait, là justement, je viens de voir un commentaire apparaître sur des chiffres, des données, prendre des informations, à travailler en fait là-dessus. On parlait aussi en fait du court temps politique, 4 ans pour faire quelque chose avec des données qui évoluent et puis des données qu'on montre en fait. Puis la plupart du temps d'ailleurs au ministre de la Santé, on leur demande peu de données en fait à leur départ. On passe à quelqu'un d'autre et puis on roule comme ça. Est-ce qu'il se pourrait en fait que plutôt qu'on ait un ministre de la Santé qui ne fasse que gérer de la maladie, on dote le mandat en fait du ministre de la Santé de réduire la maladie et de lui donner des objectifs chiffrés, c'est-à-dire une personne arrive au début de son mandat avec un certain nombre de malades et puis des maladies qui sont préoccupantes. Puis on regarde à la fin de son mandat si ces maladies sont toujours présentes et puis si justement en fait on a plus de patients dans le système de santé ou si on en a moins. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait justement répondre à la fois aux problématiques de données tout en justement devenant un peu sexy parce que d'avoir un ministre en fait qui réduit la maladie c'est quand même sexy. Je ne sais pas, je vous pose la question. Julie? Je pense que ton idée est bonne, Thomas, mais il faudrait que ça se fasse avec, puis là, je vais créer un tollé, là, mais en décentralisant ce pouvoir-là vers les municipalités puis les élus des municipalités, parce que je pense qu'ils ont un rôle qui est tellement important à jouer en tant que décideurs, puis, tu sais, ce sont des politiques eux aussi. Donc, il doit y avoir plus de travail entre le ministre, oui, de la Santé, mais aussi les autres ministres. On le dit tantôt, ça touche tous les ministères. Tous les ministères sont appelés par la promotion de la santé. Donc, c'est tout cet aspect-là de gestion intersectorielle qui doit se mettre en place, plus de gestion de silos, on en parlait hier. C'est vrai au niveau du politique aussi, et ils doivent travailler main dans la main avec les gens qui sont sur le terrain, les gouvernements municipaux. David, Joanne? Peut-être rapidement, je pense que peut-être une des réflexions que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il faut faire attention comme si on donne des objectifs ciblés spécifiquement au ministre de la Santé, puis on dit, quand ça va être le temps de te faire réélire, on te sort ta fiche, puis ce qui risque d'arriver, c'est que le ministre de la Santé va centraliser toute la prévention autour de lui, parce qu'ultimement, c'est lui qui est impacté à la fin de la ligne là, comme ministre. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut peut-être, comme ça a été mentionné, étaler ça, là, que ce soit peut-être des indicateurs gouvernementaux. Puis l'autre réflexion qui me vient aussi à l'esprit, c'est comme tu l'as dit, 4 ans, c'est un court laps de temps, puis c'est le mandat d'un gouvernement. Mais on parlait là, d'Agirto où les impacts là, seraient dans potentiellement 3 générations. Donc, c'est sûr que même s'il y a des très bonnes politiques de prévention qui peuvent être mises en place, des fois, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans pour voir un impact dans la société. Fait que là aussi, il y a peut-être une réflexion à avoir que si on l'évalue aux 4 ans, là, je ne sais pas si ça va être retenu très longtemps par le pouvoir politique. Juste
C'était quoi l'indicateur que nous avez donné par rapport à la réduction en fait, des maladies, de cancer qui sont en relation avec les... Pour le cancer du poumon? Oui. Oui, ben c'était 3,5 par année depuis 2015, Ça, mais c'est des efforts qui ont commencé dans les années 60 pour réduire le taux de tabagisme de 50% à maintenant on est à 11%, puis c'est ça l'impact direct. Donc c'est sûr que là, on voit que c'est 40-50 ans de... Ouais. Mais chaque année, ça évolue. Donc, oui. Ouais. Rapidement, effectivement, c'est une idée qui semble intéressante parce que ça rendrait quelqu'un responsable de la prévention, mais ça préserverait les silos entre le système et on doit aller vers une responsabilité populationnelle de la santé. Et ça veut dire la responsabilité, c'est-à-dire la santé de toute la population, incluant ceux qui ont des conditions. Donc, je n'irai pas nécessairement vers là, mais l'importance des données, je veux juste vous rappeler que c'est très facile d'avoir un système qui fonctionne à l'idée et à l'idéologie tant qu'on n'a pas de données probantes. Et les données, on a un grand retard, là. On n'a toujours pas notre fameux dossier numérique de la santé. Je sais, il y a énormément qui se fait, beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements, mais on ne l'a pas encore. Et ne l'ayant pas, nous, quand on fait des travaux sur nos données, quand on réussit à publier, ça fait déjà 2 ans que l'année est fermée. Ouais. Donc, si on regarde là, par rapport à ce qui existe dans tous les autres domaines de la société, on a du chemin à faire, je dirais. Oui. Docteur Arruda. Moi, ce que je veux insister, c'est que ton idée d'indicateur imputé à un ministre, là, il ne peut pas être... c'est court 4 ans. 2, il n'est pas le seul responsable des actions. Mais ce que ça démontre, c'est l'importance de la mesure. Moi, je pense et de la donnée, pour être capable de le faire, de suivre les cohortes dans le temps, puis d'être capable de démontrer véritablement les choses à la population aussi, puis qu'elle en demande encore plus. Puis je pense que, vous l'avez dit tantôt par rapport à ça, les gens, là, ils ne veulent pas y aller dans le système de son. À rapport à un accident ou quelque chose comme ça, là, on veut éloigner ça le plus possible, et c'est ça qu'il faut être capable de vendre à notre population. C'est-à-dire qu'ils sont mieux de rester en santé longtemps, puis de rester autonome, puis de prendre des mesures très jeunes pour le faire. Je pense que le Dr. Després voulait parler. Oui. J'ai vu un mouvement de... Juste un petit commentaire. On demande au ministre d'être redevable, mais moi, mes patrons, mes patronnes, c'est citoyens. Encore une fois, peut-on réfléchir à une gouvernance où on rend des comptes à une gouvernance citoyenne? Tout à fait. Ça prend des données pour ça. Mais on est tous dans le même bateau en tant que tel. Hein? C'est vraiment ça. Frédéric, moi, j'allais dire, je trouve, pour avoir travaillé dans le cadre du premier plan d'action, le PAI1 et le PAI2 là, qui est en cours présentement, je trouve ça quand même intéressant maintenant que dans ce qu'on appelle les fameuses redditions de comptes, on nous demande des données en lien avec les retombées des initiatives qu'on met en œuvre, dans le but justement de les colliger du point de vue gouvernemental. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut poursuivre là-dedans. Il faut même s'assurer qu'on collige les bonnes données, qu'on se les partage entre nous, puis qu'on en tire des apprentissages collectifs pour voir est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place, les différentes mesures, ont un effet sur le terrain. Puis celles qui sont positives, bien, continuons, maintenons-les plus longtemps dans le temps. Mais je pense que c'est quand même positif là, la façon dont ça est envisagé en ce moment. Parfait. Merci, Frédéric. Alors, c'est le Dr. Arruda qui va te prendre le mot de la fin. Écoutez, je voulais vous dire, ça fait longtemps que je travaille dans des dossiers. Je suis un homme impatient. J'ai été des maladies infectieuses parce que ça va vite. On a une épidémie, on la contrôle, on vaccine, puis c'est fini, on passe à d'autres choses. Quand on parle de maladies chroniques, c'est long, mais on avance quand même. Puis j'aimerais ça qu'on reste avec quand même une note d'espoir, parce que sinon, je vais vous le dire bien honnêtement, on se décourage. J'étais content d'entendre Dr. Després dire qu'il voit un potentiel. Je pense que quand je regarde en arrière, on a avancé par rapport à ce que c'était. Une norme sociale, ça change. Il faut changer une norme sociale d'activité physique ou de non-sédentarité pour rentrer aussi avec une norme sociale d'une saine alimentation, comme on l'a fait en tabac. Puis je pense qu'il y a des peuples qui ont réussi à le faire, mais ça prend cette approche systémique, etc. Mais il faut aussi compter sur notre jeunesse
Moi, je commence à être dans la catégorie qui va peut-être se retrouver dans une maison des aînés. J'espère que non. C'est seulement 3 %. Je vais essayer de tout faire pour ne pas y aller. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on lâche pas. Et puis, il faut garder espoir. Et je pense qu'il faut que nos citoyens embarquent comme vous le faites, Dr. Després. C'est une bonne approche. Puis je ne voudrais pas qu'on se quitte en disant on n'avance pas du tout parce que ça serait trop déprimant. Et puis, je vous rappelle le numéro 1-866, j'appelle, si jamais vous avez des mauvaises idées. Laissez-vous pas décourager. La raison pour laquelle on est là, de toute manière, c'est parce qu'on y croit. Hein. Sinon, on n'aurait pas passé 2 journées ensemble complètement pour essayer d'y arriver. Je pense qu'on se rend compte aussi, en fait, qu'on a besoin de plusieurs personnes autour de la table pour bâtir une solution collective aussi. C'est important. Bâtir une solution sur les données, ça amène en fait sur quelque chose, et puis je vous l'annonce pas, mais on aura la création d'un sommet de la donnée prochainement, justement, qui va porter sur ça. Comment ça se fait en fait qu'on ait des gouvernements qui ne prennent pas des décisions qui sont basées sur des données probantes? Comment ça se fait en fait qu'on ait un ministère de la cybersécurité et du numérique qui ne connaissent pas le nombre de bases de données que l'on a actuellement? Ça, c'est une autre question, mais ça sera un autre sommet. J'aimerais vous remercier. On est à la fin en fait de notre temps imparti. Moi, je vais repartir avec Hélène. On va faire un petit compte rendu en fait de cette journée. J'aurais aimé passer 2 heures de plus avec vous en tant que tel, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que potentiellement on se reverra pour le prochain sommet. Alors, on va prendre juste une seule question et puis après on va aller sur la conversation avec Hélène. Oui. Non, malheureusement... On n'entend pas ici. Merci beaucoup. Je vais descendre, je vais vous le redonner. Chloé-Anne Touma, rédactrice en chef du média C'est Sciences. On a eu des exemples très concrets, je trouve, c'est bien en termes de prévention, quand on parle de prévention, là, on sait qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire en tant que patient, en tant que population, au moins pour les générations futures. Mais c'est vrai que quand j'entends parler de ce que les patients veulent, de ce que les gens veulent, ils veulent surtout des soins. Qu'est-ce qu'on fait pour justement communiquer ce message-là, renforcer ce message-là auprès de la population, de leur dire finalement, vous devez être responsabilisés. On parle beaucoup de patients partenaires. On dit vous devez être actifs dans avoir un rôle actif finalement pour votre santé, alors que ça fait plusieurs générations qu'on n'a pas un système qui fonctionne très bien, on n'a pas les soins. Comment on renforce ce message-là auprès de la population de dire, pensez à la prévention quand on n'a pas ces services-là, quand il y a de l'inflation qui fait qu'on a du mal avec le panier d'épicerie, du mal à se nourrir, être en santé, nourrir ses enfants comme il faut. On en a parlé un peu, Thomas, mais la crise agroalimentaire, il y a tous les paliers qu'on veut mobiliser finalement justement pour arriver à ces fins-là. Comment on fait pour renforcer ce message-là puis que ça passe bien vu ces problèmes-là? Merci beaucoup. En fait, étant donné que le temps imparti est vraiment minime, j'aimerais faire un jeu avec vous. On a reçu en fait le message de M. Dubé pour le sommet d'aujourd'hui. J'aimerais vous proposer en fait qu'on écoute le message de M. Dubé pour voir s'il répond à cette question-là. Parce que c'est la question en fait de ce sommet de manière générale en tant que tel. Je vous avouerai, ça va être une surprise pour moi. Je n'ai pas eu la chance en fait d'écouter le message de M. Dubé. Donc, c'est un risque qu'on prend en fait en tant que tel, mais c'est un risque qui est quand même intéressant pour savoir si justement en fait on va répondre à cette question-là. Si on n'y répond pas, j'aimerais en fait justement revenir un tout petit peu avec les personnes du panel. Je pense qu'on va pouvoir partir en fait la vidéo de M. Dubé. Oui. Je suis désolé, la technique, je vous ai... Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à prendre quelques instants pour vous remercier sincèrement tous ceux et celles qui ont donné de leur temps lors des 2 derniers jours pour faire avancer la réflexion sur les défis de la santé publique et de l'importance de la prévention et de la promotion de la santé. Vous savez à quel point c'est un enjeu prioritaire pour moi, mais aussi pour notre gouvernement. On peut agir sur plusieurs des défis auxquels est confronté le réseau de la santé et des services sociaux actuellement en misant davantage sur la prévention. En agissant en amont des problèmes de santé, non seulement on contribue à une population plus en santé et jouissant d'une meilleure qualité de vie, mais nous pouvons aussi bénéficier d'une réduction de la pression sur notre personnel de la santé, d'un système de santé de services sociaux plus durable.
J'ai regardé avec attention les thématiques qui étaient au menu de ce sommet et je tiens vraiment à remercier les conférenciers, mais aussi toute l'équipe d'organisation. Ces thématiques abordent des questions essentielles comme la gouvernance de la santé, la promotion de saines habitudes de vie, le vieillissement actif et bien d'autres aspects qui sont d'ailleurs au cœur des innovations que nous apportons à travers le plan de santé. Nous devons faire les choses autrement. C'est ce que j'appelle changer la culture dans notre réseau de la santé et des services sociaux. Notre gouvernement continuera ses efforts pour qu'ensemble, nous puissions miser davantage sur la prévention et la promotion de la santé et du bien-être. Vous pouvez compter sur nous. Nous serons proactifs en matière de prévention. En terminant, je tiens à remercier tous les collaborateurs, particulièrement l'Association pour la santé publique du Québec, qui travaille activement en prévention et promotion de la santé, ainsi que sur ces défis collectifs de la santé publique. Merci également aux organisations et partenaires qui nous accompagnent. Je tiens à vous témoigner toute ma reconnaissance pour cette implication très appréciée. Bonne fin de journée à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt. Merci. On a manqué une bonne blague? Non. Moi, c'est quand même très positif qu'on se le dise. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que ça va être proactif. Donc, Dr Arruda, vous allez certainement avoir un appel demain. On parle de proactivité en tant que telle. Je vais revenir donc vers le panel très brièvement parce que il y a des personnes qui commencent à partir, justement. On avait décidé, en fait, d'arriver. Je pense qu'on va prendre un ou deux commentaires par rapport, justement, à la question qui a été posée. Julie? Ben, en fait, je pense que la clé, c'est vraiment, moi, il y a une personne qui m'a conseillé il y a presque 15 ans maintenant, qui s'appelle Régent Thomas. Puis en fait, je disais comment on va réussir dans le domaine qui m'intéresse. Puis ce qu'il m'a dit, c'est la communication. Tantôt, Dr Arruda disait, on entend beaucoup de messages négatifs au niveau des médias, mais je pense que c'est vraiment, moi j'ai fait ce choix-là qui n'est pas toujours compris par mes collègues puis par d'autres personnes, mais il faut être sur la place publique, il faut mieux communiquer, il faut vous utiliser au niveau des médias pour faire passer le message puis que les gens aient cet éveil-là face à la promotion de la santé. Moi, je vais aller dans le même sens, c'est d'informer, d'instrumenter les gens pour qu'ils puissent aussi faire le choix et réaliser les enjeux qui sont devant nous, là, quelque part, puis qu'on ne pourra pas, comme système gouvernemental ou comme finance, de croître, puis de fermer toutes les autres missions de l'État. Et ça, je pense qu'il faut que le débat soit là sur la place publique. Je pense que après la COVID, on a réalisé qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Puis je pense que le gouvernement actuel, en tout cas Christian Dubé et son ministère, essaie vraiment de changer la donne. On peut dire que c'est l'opportunité de changer, mais je pense qu'on n'a pas le choix puis que tout le monde le comprend. Et qu'on comprend aussi que la promotion de la santé fait partie de la solution. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver aussi vite qu'on voudrait? Probablement pas. Mais ce que je vous dirais aussi, c'est que l'enjeu auquel on fait face, on n'est pas seul à y faire face. C'est-à-dire qu'on a fait des travaux là, justement sur les soins à domicile dans tous les pays de l'OCDE. En fait, 7 pays de l'OCDE. L'enjeu est le même partout. Et la difficulté financière, même ceux qui ont mis des caisses de santé depuis une vingtaine d'années, ils ont mis de l'argent de côté, ils n'arrivent pas à financer et assurer la viabilité. Bref, c'est l'opportunité parfaite pour changer la façon dont on fait les choses puis d'impliquer l'ensemble des acteurs. Et il y a vraiment une volonté de passer à l'action. Puis l'opportunité, elle est d'autant plus grande que vous êtes là ici et que justement, en fait, les médias ont un rôle à jouer dans ce changement de posture publique. Et c'est marrant parce que en lisant en fait les médias actuellement, c'est certain qu'il y a un appétit en fait davantage pour la gestion de la maladie plutôt que la prévention de la maladie.
Donc ça prend une responsabilité aussi médiatique en tant que telle, de vouloir changer de langue. Merci d'être avec nous aujourd'hui, vraiment, parce qu'on change d'angle grâce à vous, et puis on espère en fait qu'il y a d'autres médias qui vont commencer à changer d'angle pour donner une autre perspective sur notre système de santé qui a besoin d'être transformé, comme le disait Joanne. Moi, je le vois vraiment très positivement, en fait, ce qui a été dit par M. Dubé, parce que je reviendrai à d'autres ministres qui étaient avant lui. Et sincèrement, en fait, il y a des ministres qui ont fait un tort énorme à la prévention, à la promotion de la santé, et qui n'y croyaient pas du tout. Là, d'avoir en fait un message de la part d'un ministre de la Santé qui dit que pour lui, c'est une priorité, même si on attend de voir en fait les gestes qui vont être posés, c'est déjà quelque chose qui est très positif, notamment en fait dans un système où on est en train de transformer énormément de choses. Ouais, ben, super rapidement, parce que je sais qu'on a déjà beaucoup dépassé, là, mais par rapport au cancer, là, il faut s'attendre qu'avec le vieillissement de la population, il y ait de plus en plus de gens qui vont être touchés par le cancer. Grâce à la prévention, on peut, et la prévention et la promotion des saines habitudes, prévenir environ 4 cas de cancer sur 10. Donc ça, c'est un impact majeur qu'on pourrait avoir à l'avenir, à la fois pour la qualité de vie des patients, pour leur taux de survie, mais aussi pour le système de santé, là, que ça permettrait de réduire la pression du système de santé de manière significative. Puis avec la promotion des saines habitudes de vie, là, je prêchais pour ma paroisse du cancer, mais il faut aussi bien dépister les gens pour le cancer, puis s'assurer que tous les tests de dépistage soient le plus facilement accessibles pour les patients. On va s'arrêter ici. Je suis vraiment désolé. Et puis, je sais qu'on aurait aimé avoir plusieurs conversations. Je vous remercie à nouveau. À la fois, Québec, vous étiez vraiment mieux installés que nous, avec en plus des verres d'eau. Et c'est ça, Julie est debout. On est moins sédentaires. Exactement. On va terminer en fait la session, si ça vous convient, en fait, avec Hélène. Hélène, est-ce que tu es avec nous? Merci. Oui, absolument. Je ne vous ai jamais lâché. Moi, d'abord, je voudrais qu'on applaudisse chaleureusement Joanne Castonguay, Horacio Arruda, Julie Saint-Pierre, David Reynaud, Jean-Pierre Després et Frédéric Terrien, pardon. À vous entendre, à vous écouter, je me dis, tu sais, au Québec, on a des artistes, des créateurs extraordinaires, des athlètes, des grands sportifs extraordinaires, mais avoir la qualité des gens qui étaient ici, je me dis, on a aussi des penseurs, des acteurs, des chercheurs extraordinaires. Alors, merci infiniment d'avoir été là. Moi non plus, je n'avais pas vu la vidéo, Thomas, de Christian Dubé. Il nous l'avait promis, puis on est content de l'avoir eu avant la fin du sommet. Puis, tu sais, on a eu une présentation tout à l'heure là, sur les parcs urbains, puis Cécile, elle disait comment on fait pour savoir où il y a des. Alors, elle dit on a un document éthique, puis ensuite les trucs pratiques. Puis là, je pensais politique, tu sais, on peut faire des jeux de mots nous aussi, mais tu sais que d'avoir eu des dignitaires, mais des gens issus du milieu politique pour ce sommet, ça a été vraiment impressionnant puis important dans les 2 jours, donc des conférenciers fantastiques, mais on a vu qu'il y a énormément d'enjeux. On le sait, là, des défis criants de santé publique et durable. Notre réseau de soins déborde, les gens souffrent inutilement, la planète se réchauffe. Je ne vais pas tout répéter ce qui s'est dit. On sait qu'on est proche d'un point de non-retour et qu'il y a un virage prévention majeur qui est nécessaire. Jean-Pierre disait même promotion, un mot qu'il préférait. Alors, je me disais, Thomas, tu sais, heureusement, on a aussi vu qu'il y a énormément de solutions prometteuses. Il y a énormément de personnes qui sont prêtes à les mettre en œuvre, à intensifier les efforts, à rencontrer des médias, à inviter des citoyens dans la conversation. Puis, il y a comme un point transversal à toutes ces présentations-là, c'était vraiment la question des ressources. Puis là, je sais que, tu sais, dans les budgets des municipaux, les budgets participatifs, tu sais, quand les villes laissent les citoyens proposer un projet, bien, forcément, là, je veux dire, ils n'ont pas besoin d'avoir un doctorat en nutrition ou en santé publique, mais quand on demande qu'est-ce qu'on pourrait faire avec leur argent, ils vont proposer spontanément des actions de santé durable. Ils vont demander des jardins communautaires. Ils vont demander d'avoir des parcs, d'avoir plus d'éclairage sécuritaire pour se promener le soir, d'avoir peut-être des soupes populaires ou des cuisines collectives dans toutes les municipalités du Québec. Donc, je me dis que c'est quand même très encourageant. Moi aussi, je vois le côté un peu positif. Toi, Thomas? Comme tu le dis,
chaque année, on fait le sondage de début d'année, qu'est-ce que vous voulez? Puis la plupart du temps, en fait, les gens disent être en santé. C'est la priorité numéro 1, en fait, de la population. Oui. Comment faire remonter, en fait, cette volonté-là en action concrète gouvernementale qui rende le gouvernement imputable aussi d'une certaine manière et puis que ça fasse en sorte que ce soit un enjeu électoral, politique en tant que tel. C'est vraiment intéressant. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'on est plein d'acteurs autour de la table, qu'on a envie de collaborer ensemble, qu'on n'a pas baissé les bras malgré les nombreuses vagues de la vie de santé publique qui sont arrivées au cours des 30, 20, 15 dernières années. Et puis le fait d'être là aujourd'hui, puis le fait de continuer la conversation, et puis de se retrouver en fait pour une 3e édition, ça va être fantastique. Oui, puis écoute, moi, je ne peux pas vous révéler de scoop, mais je vous invite à surveiller les médias demain. Je ne peux pas en dire plus, mais je peux vous dire merci. Merci à la SPQ pour l'organisation de ce colloque. Merci à vous, les participants, de continuer à valoriser et à rendre visible l'importance de la prévention, de la promotion de la santé dans la société, à la réclamer aussi. Et je vous dis, je pense, Thomas, si tu es d'accord, je ne veux pas avoir le mot de la fin, mais merci d'avoir été des nôtres et au revoir.